As-tu déjà remarqué en tant qu'investisseur à quel point on a tendance à rechercher des informations qui confirment ce que l'on pense déjà? C'est un biais que 70% des investisseurs connaissent très bien. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et tu sais quoi? Ces erreurs de jugement arrivent souvent à cause de graphiques. Ces visuels qui au départ peuvent paraître inoffensifs manipulent en réalité notre perception des choses. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de te partager mon expérience et de t'aider au mieux à éviter de tomber dans ce piège. Mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Si tu investis déjà depuis quelques temps, tu sais très bien que le biais de confirmation est très présent. J'ai un pote par exemple qui croit à fond au Solana et à Nvidia. Si je t'en parle dans cette vidéo, cela pourrait confirmer cette thèse d'investissement. Et ce n'est clairement pas le but. Même si bien entendu, j'ai moi-même aussi mes propres biais. J'en profite d'ailleurs pour le saluer au passage. François, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est quelque chose de tout à fait naturel, et il faut que tu le saches. Lorsque tu investis comme moi, que tu sois un homme ou une femme, cela n'y change absolument rien. Dans ton intérêt, tu chercheras forcément à investir sur des actifs qui te rapporteront à l'avenir. Et c'est tout à fait normal. Prenons le Bitcoin par exemple. Si tu décides d'acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est que tu as confiance en cet actif. Si tu as bien fait les choses, tu t'es renseigné au préalable et tu as vraiment envie que cela fonctionne. C'est ce qu'on appelle avoir une thèse d'investissement. Quelle que soit celle-ci, tu es convaincu aujourd'hui et tu as besoin d'y croire dans le temps. Sinon, en te laissant aller à tes émotions, tu risques de revendre cet actif d'ici 1 ou 2 ans, peut-être même avant. Donc pour cela, tu as vraiment besoin d'avoir confiance, d'abord en toi, mais aussi dans cet actif. Et c'est une très bonne chose, je ne critique pas, mais ça présente aussi un risque. Le biais de confirmation pour un investisseur, c'est un piège psychologique qui consiste à ne rechercher, retenir ou ne croire que les informations qui confirment ses choix. C'est rassurant, on se sent bien et ça fait plaisir. Seulement le risque, c'est que si jamais Bitcoin s'effondre ou perd simplement en valeur, tu te dises « c'est juste un moment difficile, de toute façon tous les médias détestent Bitcoin et ça va revenir à la normale ». Ce qui est tout à fait possible, je ne dis pas le contraire. Seulement pour éviter ce biais, il est important de nuancer. Pourquoi? Parce qu'en psychologie, mais également en sociologie, on a prouvé depuis très longtemps qu'il est très facile de s'entourer de personnes qui pensent et agissent comme soi. Et surtout de personnes qui ne nous contredisent pas. Je pense que tu commences un peu à comprendre à quel point le biais de confirmation est dangereux. Mais alors que faire? La solution est assez simple. Il faut apprendre à se connaître soi-même, connaître ses convictions, mais aussi ses limites. Personnellement, je crois fondamentalement aux valeurs de Bitcoin. Je suis persuadé qu'on a besoin de cette monnaie et surtout de sa réserve de valeur. Pour moi, ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde sur Terre ait du Bitcoin. C'est là où sont mes convictions. J'aurai sûrement l'occasion de t'en reparler dans une autre vidéo. Pour autant, je sais aussi que Bitcoin est une solution parmi énormément d'autres. Pour moi, c'est la meilleure, mais il y en a d'autres. Et il y a toujours d'autres solutions à un problème, quelle que soit d'ailleurs ta thèse d'investissement, que l'on parle de Bitcoin ou d'autre chose. Ce que je fais pour lutter contre ce biais, c'est de chercher autant que possible d'autres alternatives à Bitcoin. Ça me demande du temps, mais j'adore faire des recherches. Ainsi, je reste toujours persuadé que Bitcoin est la meilleure des options, je me renforce dans mes convictions, et en même temps, cela me permet de rester ouvert à toute autre option qui pourrait émerger ou se généraliser dans les années à venir. Il existe sûrement d'autres méthodes, et si toi tu as les tiennes, ou tu en as découvert d'autres sur internet, n'hésite pas à me les proposer en commentaire. J'ai un autre pote d'ailleurs qui me parle très souvent de graphique et d'analyse graphique. J'aimerais bien faire une vidéo avec lui sur la chaîne. Mais en attendant qu'on puisse organiser cette rencontre, je profite indirectement de cette vidéo pour essayer un petit peu de lui répondre. Car lui, il est persuadé qu'en regardant des graphiques en bourse, cela lui permettra de déterminer le prix futur d'une action. Et je suis d'accord avec lui, les graphiques ont un pouvoir immense. Celui notamment de résumer des tonnes de données en une simple image extrêmement parlante. Quand on vous montre par exemple un graphique montrant que l'économie va mal ou que les prix augmentent, on est tous comme ça, on y croit quasi instantanément. Pourquoi? Parce que les graphiques sont visuels et donc plus faciles à comprendre que des chiffres. En quelques secondes, ton cerveau est capable d'assimiler l'information et souvent la conclusion semble évidente. Si le graphique te donne pas de conclusion, c'est ton cerveau qui va en faire une conclusion. Seulement voilà, à quel moment on s'interroge? Est-ce que les chiffres derrière un graphique sont toujours exacts? Quel était le choix et l'opinion de l'auteur derrière ce graphique? Si je reprends l'actif Bitcoin par exemple, je peux te montrer des dizaines de graphiques prouvant que cet actif n'a absolument aucune valeur.
qu'il n'existe que et par la spéculation. Mais je peux aussi te trouver des dizaines d'autres graphiques qui te prouveront et te confirmeront le contraire. En effet, aujourd'hui les réseaux sociaux sont remplis de graphiques et qui se répandent comme une traînée de poudre. Quand tu fais défiler ton fil d'actualité sur Twitter ou Instagram, t'es bombardé de chiffres et de graphiques sans avoir le temps de vérifier aucune exactitude. Un graphique, même s'il a l'air super précis, peut être conçu pour exagérer un phénomène ou ne montrer qu'une partie de son histoire. Alors comment faire ? Déjà, il faut comprendre comment ça marche. Les graphiques sont manipulables et peuvent être utilisés pour nous tromper de différentes manières. Voici les deux techniques principales. Premièrement, les données peu complètes ou incomplètes et qui influencent les résultats. Par exemple, et celui-là est assez classique, prenons un graphique qui montre l'évolution du prix des logements. En 20 ans, l'immobilier a fait x4. C'est juste incroyable. Si tu en restes à ce simple graphique, tu te dis qu'il faut absolument investir dans l'immobilier. Seulement, il y a un piège. Ce graphique ne prend pas en compte l'inflation. Or, l'inflation qui représente l'augmentation du coût de la vie est indispensable dans ce type de graphique. Parce que oui, le prix de l'immobilier a bel et bien monté, mais en réalité, tout a augmenté en 20 ans. Et en comparant les deux graphiques, tu vas te rendre compte que finalement l'immobilier n'est pas si haut proportionnellement à la montée de l'inflation. Ce qui veut dire plusieurs choses, mais la première surtout, c'est que l'immobilier n'est peut-être pas l'actif le plus performant de ces 20 dernières années. Pire encore, le coût des charges immobilières a augmenté également. L'électricité, la maintenance, Internet, etc. Résultat, le premier graphique pris indépendamment est juste trompeur et inutile. Il ne te raconte pas grand-chose. Le deuxième piège, et pour moi l'un des plus importants, c'est le récit qui est associé au graphique. Très souvent, les graphiques servent aussi à soutenir un discours ou une idéologie. Prenons un exemple qui a fait beaucoup de bruit. D'après un graphique, la consommation électrique dédiée au minage de Bitcoin est comparable à celle de la Pologne tout entière, sur une année. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas du tout comparable. Le protocole Bitcoin consomme de l'énergie pour donner une valeur au Bitcoin. C'est la consommation électrique qui est utilisée qui lui donne naissance, entre guillemets. Quel est le rapport entre la consommation d'un pays et celle de Bitcoin ? Absolument aucune. Pour être plus juste, il faudrait comparer des éléments qui ont vraiment du sens, comme par exemple les banques. Les banques, aujourd'hui, apportent la même valeur que Bitcoin, ou plutôt l'inverse. Bitcoin essaie d'apporter la même valeur qu'une banque. Donc si on veut vraiment trouver quelque chose de comparable, il faudrait comparer Bitcoin à une banque. Puisque les deux acteurs servent la même proposition de valeur, ils sont donc comparables. Et là, pour le coup, il existe un rapport sur le sujet. Je te le mettrai en description si tu veux te faire un avis. Amuse-toi à regarder autour de toi, surtout auprès des médias et en politique, et tu vas te voir que ce genre de manipulation est assez courante. Les graphiques sont utilisés pour amplifier un argument en donnant l'impression que tout est lié et que tout est d'une ampleur plus ou moins importante qu'elle ne l'est réellement. Donc à nouveau, posons-nous la question, comment éviter de se faire avoir ? Maintenant qu'on a bien conscience que les graphiques peuvent être manipulés, voyons comment s'en protéger. Déjà un classique, vérifiez vos sources. Quand tu vois un graphique, la première chose à faire est de vérifier la source. Qui a publié ce graphique et surtout pourquoi ? S'agit-il d'une étude indépendante ou d'une organisation avec un intérêt particulier ? Des sources fiables comme l'INSEE, l'OCDE ou même des rapports scientifiques sont beaucoup plus dignes de confiance que des graphiques partagés sans aucun contexte sur des réseaux sociaux par exemple. Mais ce n'est pas tout. Il faut faire aussi énormément attention à ce qu'on appelle l'impact émotionnel. On en a déjà parlé, mais les graphiques sont souvent conçus pour provoquer une réaction. Un graphique qui montre une énorme différence entre ce que tu pensais au départ et la réalité, ça permet surtout d'attirer l'attention et de l'attirer très facilement. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi se demander pourquoi un graphique est conçu de telle ou telle manière. Quelle émotion il veut susciter. Une autre méthode assez efficace pour s'en prémunir, c'est de faire une recherche par image. Si tu tombes par exemple sur un graphique qui te semble suspect, recherche-le sur Google Images pour voir s'il a déjà été utilisé dans d'autres contextes. Parfois, un graphique utilisé dans un contexte complètement différent peut te montrer à quel point un graphique peut vouloir dire tout et son contraire. Ou des sites qui sont spécialisés dans le fact-checking. Je t'invite à aller voir tout ça. Mais sache qu'un graphique sans source, c'est d'abord et avant tout un red flag direct. En effet, pour moi, la transparence est la clé de la crédibilité. Si l'auteur d'un graphique ne veut pas montrer ses sources volontairement ou involontairement, je te déconseille de lui faire confiance. Une fois cela dit, et à titre d'exemple, je te propose de voir un graphique de mes revenus et dépenses de l'année en cours. Et promis, celui-ci n'est pas trompeur. Ma source, c'est Banking, une application de suivi de budget et que je te mettrai en description. Maintenant, voici un deuxième graphique et qui compare mes loyers et mes charges immobilières. Niveau Realty, voilà où j'en suis. Ça monte petit à petit et d'ici à février 2025, je devrais pouvoir atteindre les 100 $ par mois. Ce qui, je te l'avoue, est une petite fierté personnelle. Niveau investissement, et un peu comme d'habitude, j'ai mis 100 € dans un fonds sur des
small cap en France, 100 € sur des actions en stock picking, 70 € dans le pétrole et le gaz, l'or, le cuivre et l'économie bleue. Et puis pour finir, comme tous les mois, j'ai mis 500 € sur des ETF, S&P 500 et Emerging Market sur Trade Republic. Puis j'ai rajouté ce mois-ci 2 nouvelles DCA, une première sur l'achat d'arbres sur EcoTree, puis j'ai recommencé à investir sur Bitcoin et Ethereum. 25 € sur chacun des deux actifs tous les lundis, de chaque mois. J'ai envie de voir en effet qu'est-ce que ça va donner d'investir en plein bull run. Parce que là en ce moment tout est en train d'exploser. Et je veux voir si en achetant au prix fort, sur quelques années, je peux quand même faire des bénéfices. Et aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai commencé et je suis déjà en bénéfice. Pour mieux visualiser cela, voici un comparatif de mes différentes DCA les mois précédents. Pour conclure cette vidéo, j'avais envie de te faire un petit point comme tous les mois sur mon objectif des 100K net. Comme tu peux le voir sur Finari, j'ai commencé le 18 octobre 2021 avec 25 000 €. Au final, cela nous donne aujourd'hui un patrimoine global de 71 517 €. Et toi, où en es-tu dans tes projets? Quels ont été tes investissements ce mois-ci? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu as apprécié ma transparence, eh bien clique ici pour découvrir à travers mes propres biais pourquoi j'ai décidé d'investir dans l'action Garmin. Prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao!